Le Guet des Orfèvres est le 15e tome des Annales du Disque-Monde de Terry Pratchett. J'avais enregistré la lecture intégrale de ce roman en 2017 et je souhaite aujourd'hui la partager à davantage de personnes. Le roman est composé de multiples parties qui ne sont pas véritablement des chapitres et qui peuvent faire de quelques lignes à plusieurs dizaines de pages. À l'époque, j'avais enregistré chacune de ces parties d'une traite. Je n'ai pas souhaité retravailler le montage, il y aura donc des petites reprises dans certains paragraphes. Pour indiquer le passage d'une partie à la suivante, vous pourrez entendre ce bruit de cloche. Je vous remercie d'avance pour votre bienveillance. Bonne écoute. Les Annales du Disque-Monde, le Guet des Orfèvres. En chemise de nuit, le caporal Carotte de la garde municipale d'Ankh-Morpork, guet de nuit, s'assit, prit son crayon, en suça le bout un moment, puis écrivit. Cher papa et maman, encore une bonne surprise, j'ai été nommé caporal. Ça veut dire 5 piastres de mieux par mois, et j'ai aussi un nouvel uniforme en plus et 2 galons qui vont avec. Et aussi une nouvelle plaque en cuivre. C'est une grosse responsabilité. Tout ça parce qu'on a de nouvelles recrues et parce que le patricien, il dirige Ankh-Morpork comme je vous l'ai déjà dit, est d'avis que le guet doit refléter le visage de la ville avec toutes ses couleurs ethniques. Carotte s'interrompit un instant et regarda par la petite fenêtre poussiéreuse de la chambre les prémices du coucher du soleil glissant à travers le fleuve. Puis il se pencha de nouveau sur sa feuille. Ce que je ne comprends pas bien, mais ça doit avoir un rapport avec l'usine de cosmétiques du nain Tirpo Tonrafal. En plus, le capitaine Vimer, dont je vous ai souvent parlé, quitte le guet pour se marier et devenir un homme du monde, mais on lui offre nos meilleurs vœux, ça c'est sûr, c'est lui qui m'a appris tout ce que je sais, sauf ce que j'ai appris tout seul. On se cotise pour lui offrir un cadeau surprise. J'ai pensé à une de ces nouvelles montres qui n'ont pas besoin de démons pour marcher et on pourrait inscrire un petit mot au dos comme « Une montre et son tic-tac pour vous rappeler les gendarmes et leur tactique, vos bons amis du guet. » C'est un contrepet, ça n'a rien de mal poli, c'est comme un jeu de mots. On ne sait pas encore qui sera le nouveau capitaine. Le sergent Colomb a dit qu'il démissionnerait si c'était lui. Le caporal chic. Carotte regarda de nouveau par la fenêtre. Son grand front honnête se plissa sous l'effort, tandis qu'il cherchait un argument à fournir en faveur du caporal chic. Est mieux indiqué à son poste actuel, et moi je ne suis pas dans le guet depuis assez longtemps, alors on verra bien. Tout commença, comme c'est souvent le cas, par un décès, et par un enterrement, un matin de printemps, alors qu'une brume recouvrait le sol d'une couche si épaisse qu'elle en dégoulinait dans la tombe, et que le cercueil avait l'air de s'enfoncer dans un cumulus. Un petit corneau grisâtre, hôte de tellement de maladies canines diverses qu'un nuage de poussière l'entourait, observait la scène d'un œil impassible depuis le monticule de terre. Plusieurs parentes âgées pleuraient, mais Édouard del Hamor, lui, ne pleurait pas, et ce, pour 3 raisons. Il était le fils aîné, le 37e seigneur del Hamor, et ça ne se faisait pas pour un del Hamor de pleurer. Il était, mais tout juste, le diplôme finissait à peine de sécher, un assassin, et les assassins ne pleurent pas au moindre décès, sinon ils n'en finiraient pas, et il était en colère, furieux même. Furieux d'avoir dû emprunter de l'argent pour ses piètres funérailles. Furieux contre le mauvais temps, contre ce cimetière vulgaire, contre le bruit de fond permanent de la ville même en un tel moment. Furieux contre l'histoire. Il n'était pas prévu que ça se passe comme ça. Ça n'aurait vraiment pas dû se passer comme ça. Il regarda la masse morne du palais de l'autre côté du fleuve, et sa colère se concentra, devint lentille d'objectif. On avait inscrit Édouard à la guilde des assassins parce qu'elle possédait la meilleure école pour qui jouissait d'un rang social plus élevé que l'intelligence. S'il avait suivi une formation de bouffon, il aurait inventé la satire et commis des plaisanteries dangereuses sur le patricien.
S'il avait suivi une formation de voleur, note de bas de page, mais il ne viendrait à l'idée d'aucun gentilhomme digne de ce nom de suivre une formation de voleur. S'il avait suivi une formation de voleur, donc, il se serait introduit dans son palais et lui aurait dérobé un objet de grande valeur. Mais voilà, on l'avait inscrit chez les assassins. Cet après-midi-là, il avait vendu ce qui restait des biens des Delamore et renouvelé son inscription à l'école de la guilde, pour les cours de 3e cycle. Il avait obtenu les notes maximum, un exploit qu'il était le premier à réaliser dans toute l'histoire de la guilde. Ses aînés disaient à son propos qu'il valait mieux le tenir à l'œil, et, à cause de quelque chose en lui qui mettait même les assassins mal à l'aise, de préférence de loin. Dans le cimetière, le fossoyeur solitaire comblait le trou au fond duquel Delamore père dormait de son dernier sommeil. Il prit conscience de ce qui ressemblait à des pensées sous son crâne, des pensées dans le genre de « Possible d'avoir un os ? Non, excuse-moi, pas de très bon goût ça, oublie ce que j'ai dit. Mais t'as des sandwichs au bœuf dans ton je sais pas quoi là, ton truc panier repas. Pourquoi t'en aurais pas au gentil petit toutou là-bas ?» L'homme s'appuya sur sa pelle et jeta un coup d'œil à la ronde. Le corneau gris le regardait fixement. « Ouah ?» dit-il. Édouard Delamore mit 5 mois à trouver ce qu'il cherchait. Une entreprise d'autant plus lente qu'il ignorait complètement ce qu'il cherchait, sauf qu'il saurait quand il tomberait dessus. Édouard croyait profondément au destin, comme beaucoup de gens de son espèce. La bibliothèque de la guilde était une des plus importantes de la ville. Dans certains domaines, c'était même la plus importante. Des domaines qui traitaient essentiellement de la regrettable brièveté de la vie humaine et des moyens de la garantir. Édouard y passa beaucoup de temps, souvent en haut d'une échelle, souvent dans un nuage de poussière. Il lut tous les ouvrages connus sur les armes. Encore une fois, il ignorait ce qu'il cherchait, mais il le découvrit dans une note en marge d'un énième traité par ailleurs aussi ennuyeux qu'imprécis sur la balistique des arbalètes. Il le recopia soigneusement. Il consulta aussi longuement les livres d'histoire. La guilde des assassins était une association de gentilshommes de bonne éducation, et ces gens-là tiennent l'ensemble de l'histoire officielle pour une espèce de livre d'inventaire. La bibliothèque de la guilde renfermait un très grand nombre d'ouvrages ainsi que toute une galerie de portraits de rois et de reines, note de bas de page, souvent au-dessus d'une plaque discrète rappelant modestement le nom du professionnel qui les avait tués. C'était la galerie de portraits de la guilde des assassins, après tout. Toute une galerie de portraits de rois et de reines, dont Édouard Delamore finit par mieux connaître les visages aristocratiques que le sien propre. Il y passait ses heures de déjeuner. On a prétendu plus tard qu'il avait à l'époque subi de mauvaises influences. Mais le secret de l'histoire d'Édouard Delamore, c'est qu'il n'avait jamais subi aucune influence extérieure, à moins de prendre en compte celle de tous les rois morts. Il n'avait subi que la sienne propre. À ce propos, tout le monde fait fausse route. Les individus ne sont pas spontanément des membres de l'espèce humaine à jour de leur cotisation, sauf biologiquement. Ils ont besoin d'être projetés de droite et de gauche par le mouvement brownien de la société, mécanisme qui permet aux êtres humains de se rappeler constamment les uns les autres leurs conditions d'être humains, quoi. Ajoutons qu'Édouard se recroquevillait progressivement en lui-même, comme il arrive souvent dans ces cas-là. Il n'avait suivi aucun plan. Il avait juste battu en retraite, comme il est d'usage, quand on se sent attaqué, vers une position plus défendable, à savoir le passé. Puis, un événement inattendu avait produit le même effet sur lui que la découverte, sur un étudiant en reptiles préhistoriques, d'un plésiosaure dans le bassin de poissons rouges du jardin. Alors qu'il sortait en clignant des yeux au soleil d'un après-midi caniculaire, après une journée passée en compagnie des gloires d'antan, il avait vu déambuler le visage du passé, qui distribuait des signes de tête aimables à la ronde. Il n'avait pas pu se retenir. « Hé, vous !» avait-il lancé. « Qui êtes-vous ?»« Caporal Carotte, monsieur !» avait répondu le passé en question. « Guet de nuit.
Monsieur Delamore, n'est-ce pas? Je peux vous être utile? Quoi? Non, non, occupez-vous de vos affaires. Le passé avait acquiescé, souri et repris sa déambulation vers le futur. Carotte cessa de fixer le mur. J'ai acheté pour 3 piastres une boîte iconographique. C'est un appareil avec un démon dedans qui peint en instantané des images des choses, ça fait fureur en ce moment. Vous trouverez 6 joints des images de ma chambre et de mes copains du guet. Celui qui fait un geste marrant, c'est Chicard. Il a l'air un peu rude comme ça, mais au fond, c'est un brave garçon avec un bon cœur. Il s'arrêta de nouveau. Carotte écrivait à sa famille au moins une fois par semaine, comme la plupart des nains. Carotte mesurait 2 mètres, mais on l'avait élevé en nain dans sa petite enfance, puis en être humain quand il avait grandi. Il lui en coûtait de jouer à l'homme de lettres, mais il persévérait. Il fait, écrivit-il très lentement et soigneusement, toujours aussi chaud. Édouard n'y croyait pas. Il vérifia dans les archives, et revérifia. Il posa des questions, et parce qu'il s'agissait de questions innocentes, on lui donna des réponses. Et finalement, il prit un congé pour se rendre dans les montagnes du Bélier, là où d'autres questions judicieuses le conduisirent d'abord aux mines des nains du côté du Trigonocéphale, puis dans une clairière par ailleurs insignifiante, d'une forêt de hêtres où quelques minutes de fouilles patientes lui permirent effectivement de découvrir des traces de charbon de bois. Il y passa la journée. Quand il eut fini, après avoir soigneusement remis le terreau en place à la lumière du soleil déclinant, son opinion était faite. Ankh-Morpork avait de nouveau un roi. Et c'était bien. Et c'était le destin qui avait conduit Édouard sur la bonne voie au moment même où il avait formé son projet. Et c'était bien que ce soit le destin, et la cité serait sauvée de son ignoble présent par son glorieux passé. Il en avait les moyens et il en avait la fin. Et ainsi de suite. Les pensées d'Édouard suivaient souvent ce type de cours. Il arrivait à penser en italique. Il faut tenir à l'œil de tels individus, de préférence de loin. J'ai bien aimé la lettre où vous me dites qu'on est venu poser des questions sur moi. C'est incroyable, je suis à peine arrivé et me voilà déjà célèbre. J'ai été très content d'apprendre qu'on a ouvert le puits numéro 7. Je peux bien l'avouer, même si je suis très heureux ici, je regrette le bon vieux temps. Quelquefois, les jours de repos, je descends, m'asseoir à la cave, et je me tape sur la tête avec un manche de hache. Mais ce n'est pas pareil. J'espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé. Bien à vous, votre fils adopté qui vous aime, Carotte. Il plia la lettre, y inséra les iconographies, scella le tout d'une goutte de cire qu'il appliqua d'une pression du pouce et la rangea dans sa poche de pantalon. Le service postal nain vers les montagnes du Bélier était plutôt fiable. De plus en plus de nains venaient travailler à la ville, et parce qu'ils sont très consciencieux, nombre d'entre eux envoyaient de l'argent au pays, ce qui rendait leur courrier on ne peut plus sûr puisqu'étroitement gardé. Les nains nourrissent une vraie passion pour l'or. Le voleur de grand chemin qui donnait à choisir entre la bourse ou la vie avait intérêt d'apporter son pliant, son panier repas et un livre pour patienter le temps que ses victimes en discutent. Après quoi, Carotte se débarbouilla, enfila sa chemise et son pantalon de cuir, sa cotte de maille, endossa son plastron, puis son casque sous le bras, sortit d'un pas allègre, prêt à affronter ce que l'avenir lui réservait. Une autre chambre, ailleurs. Exiguë et sombre. Ses murs de plâtre s'effritaient et son plafond s'affaissait comme le dessous du lit d'un obèse. Et le mobilier ne faisait que l'encombrer davantage. Il s'agissait d'un mobilier ancien, de bonne qualité, mais déplacé en un tel lieu. Sa place se trouvait dans de vastes salles sonores. Ici, il s'entassait. On y reconnaissait des fauteuils de chêne sombre, de grands buffets, et même une armure complète. Il restait à peine assez d'espace pour la demi-douzaine de personnes assises à la table immense. Il restait à peine assez de place pour la table. Une pendule tic-taquait dans l'ombre. Les lourds rideaux de velours étaient tirés alors que la lumière du jour éclairait encore le ciel. L'atmosphère était suffocante, à la fois à cause de la chaleur de la journée
et des bougies de la lanterne magique. L'unique éclairage provenait de l'écran, qui à cet instant renvoyait un excellent profil du caporal Carotte Fondeur en personne. L'audience restreinte mais choisie l'étudia en affichant prudemment la mine inexpressive des invités quasi persuadés qu'il manque à leur hôte un certain nombre de cases, mais qui prennent leur mal en patience parce qu'ils viennent de terminer leur repas et qu'il serait impoli de partir si vite. « Et puis quoi ?» fit l'un d'eux. « Je crois l'avoir déjà vu circuler en ville. Et après, ce n'est qu'un garde, Édouard. » « Bien sûr, un point capital, une condition humble, qui respecte fidèlement le schéma classique. » Édouard Delamore fit un signe. Suivit un déclic et une nouvelle plaque de verre s'inséra. Le portrait de ce roi assis n'a pas été exécuté de son vivant. C'est le roi Aragorn, d'après un tableau ancien. Celui-là, clic, c'est le roi Veltric III, d'après un autre portrait. Celui-ci représente la reine Alguina IV. Notez la courbe du menton. Ça, clic, c'est une espèce de pièce de 7 sous datant du règne de Webeltorp l'inconscient. Notez encore les détails du menton et la structure générale de l'ossature. Et ça, clic, c'est un vase de fleurs à l'envers, des delphiniums, je crois. Qu'est-ce que ça fait là ? Pardon, monsieur Édouard, il me restait quelques plaques et les démons n'étaient pas fatigués, alors. Plaque suivante, s'il vous plaît, ensuite vous nous laisserez. Bien, monsieur Édouard. Vous vous présenterez au bourreau de permanence. Bien, monsieur Édouard. Clic. Ça, c'est l'image, plutôt, réussi, bravo, Blanquin, du buste de la reine Koana. Merci, monsieur Édouard. On ne distingue pas du tout le visage, sinon la ressemblance n'aurait fait aucun doute. Nous en avons assez vu, je crois. Vous pouvez disposer, Blanquin. Bien, monsieur Édouard. Un petit bout des oreilles, je pense. Bien, monsieur Édouard. Le domestique ferma respectueusement la porte derrière lui et descendit à l'office en secouant tristement la tête. Depuis des années, les Delamore n'avaient plus les moyens de s'offrir un bourreau de famille. Par égard pour le jeune homme, il allait devoir faire au mieux avec un couteau de cuisine. Les visiteurs attendirent que leur hôte prît la parole, mais il n'avait pas l'air décidé. Remarquez, avec lui, on ne savait jamais trop. Quand il était surexcité, il souffrait davantage d'un mutisme inopportun que d'un défaut d'élocution, comme si son cerveau mettait temporairement sa langue en attente. Un des auditeurs rompit enfin son silence. « Très bien. Quelle est votre question alors ? Vous avez noté la ressemblance. C'est évident, non ? Oh, allons. » Édouard Delamore tira vers lui une valise de cuir et entreprit d'en défaire les courroies. Mais le gamin a été adopté par des nains du disque monde. Ils l'ont découvert bébé dans les forêts des montagnes du Bélier. Il y avait des chariots en feu, des cadavres, ce genre de choses. Une attaque de brigands apparemment. Les nains ont trouvé une épée dans les débris. C'est lui qui la détient maintenant, une épée très ancienne et toujours affûtée. Et alors, le monde regorge d'épées anciennes et de meules. Cette épée-là, on l'avait drôlement bien cachée dans un chariot qui s'est ensuite disloqué. Curieux. On se serait attendu à ce qu'elle reste à portée de main, non ? Prête à l'emploi. Dans une région infestée de bandits. Puis le gamin a grandi et le destin s'est arrangé pour qu'il arrive avec son épée à Ankh-Morpork, où il est actuellement garde dans le guet de nuit. Je n'en croyais pas mes yeux. Ça n'est quand même pas... Édouard leva un instant la main, puis sortit un paquet de la valise. J'ai mené une enquête minutieuse, vous savez, et j'ai trouvé où l'attaque a eu lieu. Une fouille au terrain, au peigne fin, a mis à jour de vieux clous de chariot, quelques pièces de cuivre, dans des cendres de bois calciné. Ceci. Ils tendirent le cou pour voir. On dirait une bague. Oui, elle s'était hernie en surface, bien sûr, sinon quelqu'un l'aurait remarqué. Elle devait être cachée quelque part dans un chariot. Je l'ai fait en partie nettoyer. On arrive à lire l'inscription. Maintenant, voici un inventaire illustré des bijoux royaux d'Ankh, dressé en l'an 907 d'Ankh-Morpork sous le règne du roi Tyrell. S'il vous plaît, puis-je attirer votre attention sur la petite alliance dans le coin en bas à gauche de la page ? Vous noterez que le peintre a eu la bonne idée de reproduire l'inscription. Il fallut quelques minutes pour que tout le monde l'examine. C'étaient des gens d'un naturel méfiant. Tous rejetons de lignée pour qui la méfiance et la paranoïa restaient des facteurs de survie capitaux. Parce qu'ils étaient tous aristocrates. Aucun d'entre eux n'ignorait le nom de son arrière-grand-père, ni à quelle maladie honteuse il avait succombé. Il venait de terminer un piètre repas, arrosé cependant de quelques bouteilles de vin de derrière les fagots. Ils avaient accepté l'invitation parce qu'ils avaient tous connu le père d'Édouard, et la famille des Delamore était très ancienne, quoique désormais très réduite. « Là, vous voyez !»
fit fièrement Édouard. Ça saute aux yeux. Nous avons un roi. Les invités s'efforcèrent de ne pas se regarder. Je croyais que ça vous ferait plaisir, dit Édouard. Le seigneur Rouille exprima finalement l'opinion générale. Il n'y avait pas place dans son regard de conservateur pour la pitié, laquelle n'est pas un facteur de survie, mais à l'occasion, une parole aimable ne portait guère à conséquence. Édouard, dit-il, le dernier roi d'Ankh-Morpork est mort il y a des siècles, exécuté par des traîtres. Même s'il restait encore une chance de trouver un descendant, le sang royal serait quelque peu dilué, vous ne croyez pas ? Le sang royal ne se dilue pas. Ah, pensa le seigneur Rouille, il en est donc ainsi. Le jeune Édouard s'imagine que l'attouchement d'un roi guérit la scrofule, comme si la royauté valait un onguent sulfureux. Le jeune Édouard s'imagine que restituer son trône à un roi légitime mérite bien qu'on patauge dans un bain de sang, et protéger la couronne qu'on s'abaisse à des actions infâmes. Un romantique, quoi. Le seigneur Rouille n'avait rien d'un romantique, lui. Les Rouilles s'étaient parfaitement adaptés au siècle post-monarchique d'Ankh-Morpork en achetant, en vendant, en louant, en nouant des relations et en appliquant la bonne vieille règle des aristocrates, à savoir sentir d'où vient le vent et survivre. Ma foi, peut-être, concéda-t-il du ton enjôleur du pompier qui cherche à faire descendre du rebord de sa fenêtre un candidat au suicide. Mais nous devons nous poser la question. La ville d'Ankh-Morpork, au jour d'aujourd'hui, a-t-elle vraiment besoin d'un roi ? Édouard le regarda comme s'il était fou. Besoin ? Besoin ? Alors que notre belle cité dépérit sous la botte du tyran ? Oh, Vétériny, vous voulez dire. Vous ne voyez pas ce qu'il a fait à notre ville ? C'est un petit parvenu extrêmement déplaisant, intervint dame Sélachie, mais je ne dirais pas qu'il règne par la terreur en vérité, pas franchement. Faut lui rendre cette justice, dit le vicomte patineur. La cité se porte comme un charme, plus ou moins. Des zigotos contre clampins se chargent de sa bonne marche. Les rues sont plus sûres qu'au temps du seigneur Claquebec le fou, ajouta dame Sélachie. Plus sûr ? Vétériny a institué la guilde des voleurs, s'écria Édouard. Oui, bien sûr, extrêmement déplorable, j'en conviens. D'un autre côté, une modique contribution annuelle et on circule en sécurité. Comme il dit toujours, renchérit le seigneur Rouille, puisque crime il y a, autant qu'il soit organisé. D'après moi, fit le vicomte patineur, le gars des guildes le supporte parce qu'un autre serait pire, non ? On s'est quand même farci des cas difficiles. Souvenez-vous du seigneur Remontoir l'homicide. Du seigneur Harmonie le dérangé, enchaîna le seigneur Montflatter. Du seigneur Scapulal Rigolard, dit dame Sélachie, un dirigeant au sens de l'humour très acéré. Remarquez, Vétériny, il a je ne sais quoi de pas très... commença le seigneur Rouille. Je vois ce que vous voulez dire, fit le vicomte patineur. Sa manie de toujours connaître les pensées des gens avant même qu'ils leur viennent, ça me porte sur le système. Tout le monde sait que les assassins ont fixé sa prime à 1 million de piastres, poursuivit dame Sélachie. Le prix à payer pour le faire tuer. C'est plus fort que soi, ajouta le seigneur Rouille. On a le sentiment que ça coûterait autrement plus cher pour s'assurer qu'il reste bien mort. Grand Dieu, où est passée la fierté ? Où est passé l'honneur ? Ils sursautèrent légèrement lorsque le dernier seigneur de la mort s'arracha brusquement à son fauteuil. Vous vous êtes entendu ? Dites, regardez-vous ! Qui parmi vous n'a pas vu le nom de sa famille avili depuis le temps des rois ? Ne vous rappelez-vous pas quels hommes étaient vos ancêtres ? Édouard fit le tour de la table à grands pas rapides, ce qui obligea l'assistance à pivoter pour le suivre du regard. Il braqua un doigt furieux. « Vous, seigneur Rouille, votre ancêtre a été fait baron après avoir tué tout seul 30 clas de chiens avec une épingle pour seule arme, c'est bien ça ?»« Oui, mais... » « Vous, monsieur seigneur Montflatter, le premier duc Montflatter a conduit 600 hommes vers une épique et glorieuse défaite à la bataille de Quirm. Ça ne signifie donc rien. Et vous, seigneur Venturi, et vous, sir Georges, cloîtrés à Ankh dans vos vieilles demeures malgré vos noms et vos fortunes séculaires, pendant que les guildes, ces ramassis de boutiquiers et de marchands, les guildes donc, on voit au chapitre dans l'administration de la cité. » Il s'approcha d'une étagère en 2 enjambées et balança sur la table un gros livre relié cuir qui renversa le verre du seigneur Rouille. « L'almanach du gros tas !» s'écria-t-il. « Des pages entières nous y sont consacrées. Sans nous, il n'existerait pas. Mais cet homme vous fascine. Pourtant, je vous assure, il est de chair et de sang, on ne peut plus mortel. Personne n'ose le renverser.
Ceux qui s'y risqueraient craignent d'aggraver un peu plus leur cas. Grand Dieu! Son auditoire faisait triste mine. C'était vrai, bien sûr, vu sous cet angle. Et que ce soit un jeune homme pontifiant au regard halluciné qui leur lance sa vérité à la figure n'arrangeait rien. Oui, le bon vieux temps, les donjons mastoc, les bannières, la chevalerie, tout ça, fit le vicomte patineur. Les bonnes femmes en hénin, les guts en armure qui se cognent dessus et tout le bazar. Mais vous savez, faut vivre avec son époque. C'était un âge d'or, dit Édouard. Dieu tout-puissant, pensa le seigneur Rouille, il y croit dur comme fer. Voyez-vous, cher enfant, dit dame Sélachie, quelques vagues ressemblances fortuites et un bijou, ça ne veut pas dire grand-chose, vous ne trouvez pas? Ma nourrice me disait, fit le vicomte patineur, qu'un vrai roi pouvait retirer une épée d'un rocher. Ah oui, et guérir des pellicules, répliqua le seigneur Rouille. C'est une légende, rien d'autre. Ça n'existe pas. De toute façon, cette histoire m'a toujours paru bizarre. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile à retirer une épée d'un rocher? Le plus dur a déjà été fait. Il serait plus judicieux de trouver celui qui a planté, non? Avait suivi comme des rires soulagés. Voilà ce que se rappelait Édouard. Tout avait fini par des rires. Il n'avait pas vraiment ri de lui, mais il était du genre à se croire toujours l'objet des risées. 10 minutes plus tard, Édouard Delamore se retrouvait seul. Ils prennent ça à la blague. Vivre avec son époque. Il s'était attendu à mieux de leur part. Beaucoup mieux. Il s'était même imaginé que son exemple les stimulerait. Il s'était vu à la tête d'une armée. Blanquin arriva, entraînant des pieds respectueux. J'ai vu qu'ils étaient partis, monsieur Édouard, dit-il. Merci, Blanquin, vous pouvez débarrasser la table. Bien, monsieur Édouard. Où est passé l'honneur, Blanquin? Je sais pas, monsieur, c'est pas moi qui l'ai pris. Ils ont refusé d'écouter. Oui, monsieur. Ils ont refusé d'écouter. Édouard s'assit près du feu mourant, un exemplaire écorné de la succession d'Orque-Morpork de Mort-la-Cuisse ouvert sur les genoux. Des rois et des reines défunts le regardaient d'un air de reproche. L'histoire aurait pu s'arrêter là. À la vérité, elle s'arrêta là dans des millions d'univers. Édouard Delamore vieillit, son obsession vira à la folie studieuse du genre à mitaines et pantoufles, et il devint un expert en royauté, bien que personne ne le découvrit jamais, puisqu'il ne mettait que rarement le nez hors de son appartement. Le caporal Carotte passa sergent, et leur venu mourut en uniforme à 70 ans, dans un accident rocambolesque auquel se trouvait mêlé un tamanoir. Dans un million d'univers, les agents bourricots et détritus ne tombèrent pas dans le trou. Dans un million d'univers, Wimmer ne trouva pas les tubes. Dans un univers étrange mais théoriquement possible, le guet fut repeint dans des tons pastels par une tornade monstrueuse qui, par-dessus le marché, répara le loquet de la porte et effectua quelques autres menus aménagements intérieurs. Dans un million d'univers, le guet échoua. Dans un million d'univers, le présent roman ne dépassa pas le stade de la nouvelle. Édouard s'assoupit, le livre sur les genoux, et rêva. Il rêva de combats glorieux. Glorieux était un autre mot essentiel de son vocabulaire, au même titre que honneur. Si les traîtres et les sans-honneur refusaient de voir la vérité, lui, Édouard Delamore, serait le doigt du destin. L'ennui avec le destin, bien sûr, c'est qu'il ne fait pas toujours attention où il met le doigt. Le capitaine Sam Wimmer, de la garde municipale d'Ankh-Morpork, guet de nuit, attendait assis dans l'antichambre exposée au courant d'air de la salle d'audience du patricien, vêtu de sa plus belle cape, le plastron astiqué et le casque sur les genoux. Il fixait le mur d'un œil impassible. « Il devrait être heureux, se disait-il. Et il l'était, d'une certaine manière, sûrement, heureux comme tout. Il allait se marier dans quelques jours. Il allait quitter la garde. Il allait devenir rentier. Il ôta sa plaque de cuivre qu'il frotta machinalement au revers de sa cape. Il la leva, et la lumière se refléta sur la surface patinée. Gmam numéro 177. Il se demandait parfois combien d'autres gardes avaient porté cette plaque avant lui. Eh bien, quelqu'un allait désormais en hériter.
Voici Ankh-Morpork, cité aux 1000 surprises, selon le guide de la Guilde des marchands. Que peut-on ajouter? Qu'il s'agit d'un centre tentaculaire fort d'1 million d'habitants, de la plus grande cité du disque-monde, située de part et d'autre de l'Ankh, un fleuve tellement boueux qu'il donne l'impression de s'écouler sans dessus-dessous. Les visiteurs de s'étonner. Comment une si grande ville peut-elle exister? Qu'est-ce qui la maintient en vie? Vu que son fleuve se mastique plus qu'il ne se boit, d'où provient l'eau potable? Sur quoi repose en fait l'économie municipale? Par quel miracle tient-elle? En réalité, les visiteurs posent rarement de ce genre de questions. Ils préfèrent d'ordinaire c'est par où vous savez les jeunes dames, dites. Mais s'ils se mettaient à réfléchir avec leur cerveau une seconde, c'est ce qu'ils se demanderaient. Le patricien d'Ankh-Morpork se carra dans son fauteuil austère et se fendit brusquement du sourire éclatant de l'homme débordé, au terme d'une journée chargée, qui découvre soudain dans son emploi du temps une note lui rappelant 7h, 7h05, être gai, détendu et convivial. Ma foi, bien sûr, j'ai été très peiné de recevoir votre lettre, capitaine. Oui, monsieur, répondit Vimer, toujours aussi marmoréen qu'une fabrique de pierres tombales. Asseyez-vous, je vous en prie, capitaine. Oui, monsieur. Vimer resta debout. Question de fierté. Mais bien sûr, je comprends parfaitement. Les terres des ramequins sont très vastes, il me semble. Je suis certain que dame Ramequin appréciera un bras droit aussi solide que vous. Monsieur? En présence du dirigeant de la cité, le capitaine Vimer concentrait toujours son regard sur un point situé 30 centimètres au-dessus de sa tête et 20 à gauche. Et bien sûr, vous allez devenir un homme riche, capitaine. Oui, monsieur. J'espère que vous y avez réfléchi. Vous allez avoir de nouvelles responsabilités. Oui, monsieur. Il vint à l'esprit du patricien qu'il donnait une conversation à sens unique. Il fourragea parmi les papiers de son bureau. Et bien sûr, je vais devoir nommer un nouvel officier en chef pour le guet de nuit, fit le patricien. Avez-vous des suggestions, capitaine? Vimer parut descendre du nuage où son esprit s'était réfugié. Il s'agissait de boulot cette fois. Eh bien, pas Fred Colomb, c'est un sergent par nature. Le sergent Colomb, de la garde municipale d'Ankh-Morpork, guet de nuit, passa en revue les visages rayonnants de ses nouvelles recrues. Il soupira. Il se rappelait son premier jour. L'ancien sergent Vrilleur, quel vachard, toujours prêt à tailler un costard. Sylvieux avait vécu pour voir ça. Comment on appelait ça déjà? Ah oui, procédure d'embauche antidiscriminatoire en faveur des minorités. La ligue antidifamatoire silicieuse s'en était prise aux patriciens et maintenant... Encore un coup, agent détritus, fit-il. Le truc, c'est d'arrêter la main juste au-dessus de l'oreille. Allez, relevez-vous et essayez encore une fois de saluer. Bon, ensuite. Agent Bourricot? Ici. Où ça? Devant vous, sergent. Colomb baissa les yeux et recula d'un pas. Le galbe renflé de son ventre plus qu'imposant s'effaça pour laisser apparaître la figure levée de l'agent Bourricot, une figure à l'air intelligent et serviable, pourvue d'un œil de verre. Oh, bien. Je suis plus grand que j'en ai l'air. Oh, bon Dieu, se dit le sergent Colomb avec lassitude. Additionnez-les, puis divisez par 2, et on a 2 types normaux, sauf que les types normaux ne s'engagent pas dans le guet. Un troll et un nain. Et y a pire. Vimer tambourinait des doigts sur la table. Pas Colomb donc, dit-il. Il est plus tout jeune. Grand temps qu'il reste au poste à s'occuper de la paperasse. D'ailleurs, il y a du pain sur la planche. Je dirais même qu'il a de la brioche, fit le patricien. Avec de nouvelles recrues, comprenez, précisa Vimer d'un air entendu. Vous vous rappelez, monsieur? Celle qu'il fallait que j'engage, selon vous, ajouta-t-il par-devers lui. Pas question de les incorporer dans le guet de jour, évidemment. Et ces salauds de la garde du palais n'en voulaient pas davantage. Oh non, on va les refiler au guet de nuit parce que c'est de toute façon de la blague et que personne ne les verra vraiment. Personne d'important, du moins. Vimer avait cédé uniquement parce qu'il savait que ça ne le concernerait plus très longtemps. Il n'avait rien d'un espéciste, se dit-il, mais le guet est un boulot d'homme. Et le caporal chic? Lança le patricien. Chicard! Ils se projetèrent mentalement l'image du caporal chic. Non, non.
Et bien sûr, nous avons le patricien Souris, le caporal Carotte, un jeune homme admirable. Il se fait déjà un nom, si j'ai bien compris. C'est vrai, reconnut Vimer. Une nouvelle occasion de promotion peut-être? J'aimerais avoir votre avis. Vimer se projeta mentalement l'image du caporal Carotte. Ça, fit le caporal Carotte, c'est la porte d'Axe, qui donne sur toute la ville. C'est elle qu'on doit garder. Contre quoi? Demanda l'agent Angois, dernière des nouvelles recrues. Oh, vous savez, contre les hordes barbares, les membres des tribus en guerre, les armées de bandits, ce genre de choses. Comment ça? Nous tout seuls? Nous? Oh non! Carotte se mit à rire. Ce serait idiot, pas vrai? Non, si on voit un truc dans ce goût-là, on sonne la cloche à toute volée. Et après, qu'est-ce qui se passe? Le sergent Colomb, Chicard et tous les autres arrivent aussi vite qu'ils peuvent. L'agent Angois parcourut du regard l'horizon brumeux. Elle sourit. Carotte rougit. L'agent Angois avait appris à saluer du premier coup. Elle ne toucherait pas d'uniforme complet dans l'immédiat. Il faudrait d'abord confier un plastron, le terme pectoral conviendrait mieux, au vieux Remise l'armurier et lui recommander de surtout bien le remodeler au marteau ici et là, et aucun casque au monde n'aurait pu couvrir une masse pareille de cheveux blonds cendrés, mais de l'avis de Carotte, l'agent Angois n'aurait pas franchement besoin de tout cet attirail. Les malfrats allaient prendre la queue pour se faire arrêter. Bon, et maintenant? Demanda-t-elle. On s'en retourne au guet ou pas réglementaire, je suppose, répondit Carotte. Le sergent Colomb va nous lire le compte-rendu du soir, à mon avis. Elle avait également appris le pas réglementaire, un pas spécifique sorti de l'imagination des agents qui effectuent leur ronde partout dans le multivers. Un lever mesuré du pied, un balancement précautionneux de la jambe, une allure qu'on peut tenir des heures durant rue après rue. L'agent détritus n'était pas prêt à apprendre ce pas avant un bout de temps, à moins qu'il cesse de se cogner chaque fois qu'il saluait. Le sergent Colomb, dit Angois, c'est le gros, non? Voilà. Pourquoi a-t-il un singe de compagnie? Ah, fit Carotte, j'ai l'impression que vous voulez parler du caporal Chic. C'est un homme? Sa figure me fait penser à ce jeu où il faut relier des points pour voir apparaître un dessin. Il a tout un assortiment de furoncles, il fait des blagues avec. Évitez de vous placer entre un miroir et lui. Peu de monde circulait dans les rues. Il faisait chaud, même pour un été morporquien. La moindre surface irradiait de la chaleur. Le fleuve se coulait de mauvaise grâce au fond de son lit, comme un étudiant vers 11 heures du matin. Les habitants sans affaires pressantes en extérieur restaient tapis dans des caves pour ne sortir qu'à la nuit tombée. Carotte arpentait les rues cuites au soleil d'un air de propriétaire, la peau légèrement patinée d'une sueur honnête. Tout le monde connaissait Carotte. Il était facilement identifiable. Nul autre que lui ne mesurait près de 2 mètres, ni n'arborait une chevelure rouge vif. En outre, il marchait comme si la ville lui appartenait. « Qui c'est, l'homme au visage de marbre que j'ai vu au poste ?» demanda Angois alors qu'il suivait la grande rue. « Le troll détritus, répondit Carotte. C'était plus ou moins un voyou, mais maintenant qu'il courtise Ruby, elle lui a dit qu'il devait... Non, l'homme, le coupa Angois, comprenant, comme beaucoup d'autres avant elle, que Carotte avait du mal avec les métaphores. Une figure de porte de... Celui qui a l'air désenchanté. Oh, c'est le capitaine Vimer. Mais il a jamais été très enchanté. Il prend sa retraite à la fin de la semaine et il va se marier. Ça n'a effectivement pas l'air de l'enchanter. J'en sais rien. Je crois que les nouvelles recrues ne lui plaisent pas beaucoup. L'agent Carotte avait une autre particularité, il ne savait pas mentir. Ben, il aime pas beaucoup les trolls, répondit-il. On n'a pas pu lui soutirer un seul mot toute la journée quand il a appris qu'on devait passer une annonce pour trouver une recrue troll. Et du coup, il fallait engager un nain, sinon ça aurait fait du vilain. Je suis un nain, moi aussi, mais les nains d'ici ne me croient pas. Pas possible, s'étonna Angois en le dévisageant. Ma mère m'a adopté. Oh, oui, mais moi je suis ni troll ni naine, fit gentiment observer Angois. Non, mais vous êtes une... Angois s'arrêta. C'est donc ça? Bon sang! On est au cycle de la roussette, vous savez?
Grand Dieu, il a vraiment ce genre d'idée? Il est un peu ancré dans ses habitudes. Figé, je dirais. Le patricien a dit qu'on devait avoir des représentants des groupes minoritaires, fit Carotte. Des groupes minoritaires? Pardon, de toute façon, il y a plus que quelques jours. Un fracas se produisit de l'autre côté de la rue. Ils se tournèrent au moment où une silhouette jaillissait à fond de train d'une taverne pour détaler comme un lapin, talonné, du moins sur quelques foulées, par un gros homme en tablier. « Arrêtez-le, arrêtez-le! Au voleur sans permis !» Ah, fit Carotte. Il traversa la route, suivi à pas de loup d'Angois, alors que le gros homme ralentissait pour marcher en se dandinant. « Jour, monsieur Fayotte, dit-il, des ennuis ?»« Il m'a fauché 7 piastres et j'ai pas vu la couleur de son permis de voler, s'indigna monsieur Fayotte. Qu'est-ce que vous allez faire pour ça? Je paye mes impôts, moi! On va se lancer énergiquement à sa poursuite d'une seconde à l'autre, répondit calmement Carotte en sortant son calepin. 7 piastres, c'est ça? Au moins 14. Monsieur Fayotte examina Angois de la tête aux pieds. Les hommes laissaient rarement passer l'occasion. Pourquoi elle porte un casque? Demanda-t-il. C'est une nouvelle recrue, monsieur Fayotte. Angois fit un sourire à monsieur Fayotte, lequel recula. Mais c'est une... Faut vivre avec son temps, monsieur Fayotte, dit Carotte en rangeant son calepin. Le tavernier détacha son regard de la jeune femme et revint à ses moutons. En attendant, ça fait 18 piastres que je reverrai pas, dit-il sèchement. Oh, nil desperandum, monsieur Fayotte, nil desperandum, fit joyeusement Carotte. Venez, agent Angois, on va poursuivre notre enquête. Il se mit en route, tandis que Fayotte les regardait fixement, bouche bée. Oubliez pas mes 25 piastres, cria-t-il. Vous n'allez pas courir après le voleur? Demanda Angois, en galopant pour ne pas se laisser distancer. Pas la peine, répondit Carotte en bifurquant dans une ruelle si étroite qu'on la voyait à peine. Il se déplaça d'un pas tranquille, dans l'ombre épaisse entre les murs humides couverts de mousse. C'est curieux, fit-il. Je parie que peu de gens savent qu'on peut rejoindre la rue Zéphyr depuis la Grand Rue. Demandez à qui vous voulez. Tout le monde vous répondra qu'on ne peut pas sortir à l'autre bout de la ruelle Chemise. Alors qu'on peut. Suffit de remonter la rue Mormius, ensuite on passe dans le chemin borborigmique, en se glissant entre ces bornes ici. Pas mal, hein, du très bon fer. Et nous voilà dans la ruelle d'antan. Il gagna sans se presser le bout de la ruelle et s'immobilisa un moment, l'oreille aux aguets. « Qu'est-ce qu'on attend ?» demanda Angois. On entendit un bruit de course. Carotte s'adossa au mur et tendit le bras dans la rue Zéphyr. Suivit un choc sourd. Le bras du caporal ne broncha pas d'un poil. Autant percuter une poutre. Ils baissèrent les yeux sur la forme inconsciente. Des piastres d'argent roulaient sur les pavés. « Oh là là, oh là là, oh là là !» fit Carotte. « Pauvre vieux, ici t'es à cette heure. En plus, il m'avait promis d'arrêter, enfin. » Il empoigna une jambe. « Combien d'argent ?» demanda-t-il. « 3 piastres, on dirait, répondit Angois. Bravo, le compte y est. Non, le tenancier a dit. Allez, on rentre au guet. Amène-toi ici t'es à cette heure, c'est ton jour de chance. Pourquoi c'est ton jour de chance? S'étonna Angois. Il s'est fait prendre, non? Oui, par nous. La guilde des voleurs l'a pas retrouvé en premier. Ils sont pas aussi gentils que nous. Le crâne d'ici t'es à cette heure rebondissait de pavé en pavé. Barboter 3 piastres et filer ensuite directement chez lui, soupira Carotte. C'est tout ici t'es à cette heure, ça. Le plus mauvais voleur au monde. Mais vous venez de dire que la guilde des voleurs, quand vous aurez déjà passé un certain temps en Morpork, vous comprendrez comment tout ça fonctionne, fit Carotte. Le crâne d'ici t'es à cette heure cogna contre le trottoir. À la longue, ajouta-t-il. Mais ça fonctionne bel et bien. C'est à pas croire. Ça marche. J'aurais préféré que non. Et pourtant si. Pendant qu'Issité Astor se faisait gentiment secouer sur le chemin de la prison du guet et de sa sécurité, un clown, lui, se faisait tuer. Il déambulait dans une ruelle de la démarche assurée du citoyen parfaitement à jour de ses cotisations envers la guilde des voleurs, lorsqu'une silhouette encapuchonnée lui surgit sous le nez. « Ribouledingue !»« Oh, bonjour. Édouard, c'est ça ?» La silhouette hésita. « Je rentrais justement à la guilde, » dit Ribouledingue. La silhouette encapuchonnée hocha la tête. « Ça va comme vous voulez ?» demanda Ribouledingue. « Vous me
pas pardonnerai, dit la silhouette, mais c'est pour le bien de la cité. Rien de personnel. Elle passa derrière le bouffon. Riboulding sentit un craquement, puis son univers personnel intime fut mis hors circuit. Il s'assit. « Oh, dit-il, ça fait ma... » Mais non, s'aperçut-il. Édouard Delamore baissait sur lui un regard horrifié. « Oh, je voulais pas cogner si fort, seulement me débarrasser de vous. Vous étiez pas obligé de me taper dessus. » Puis, Riboulding eut la nette impression qu'Édouard ne le regardait pas vraiment et que ce n'était sûrement pas à lui qu'il s'adressait. Il jeta un coup d'œil par terre et connut cette sensation étrange qu'éprouvent seulement les défunts de fraîche date, l'horreur qu'engendre ce qu'on voit étendu devant soi. Et que suit la question horripilante, mais alors, qui regarde ? Toc toc. Il releva les yeux. Qui est là ? La mort. La mort qui ? Il faisait plutôt frais. Riboulding attendit. Édouard lui tapotait frénétiquement la figure. Enfin, ce qui était encore sa figure quelques minutes plus tôt. « Dites, est-ce qu'on peut recommencer ? J'ai pas attrapé le coup, j'ai l'impression. »« Pardon ?» fit Riboulding. « Je vous demande pardon !» gémit Édouard. « Je voulais bien faire !» Riboulding regarda son meurtrier s'éloigner en traînant le cadavre au loin. « Rien de personnel, qu'il a dit, maugréa-t-il. Je suis content qu'il n'y ait rien eu de personnel. Je supporterais pas l'idée qu'on vient de me tuer pour quelque chose de personnel. » On m'a laissé entendre que je devais me montrer plus convivial, c'est tout. Je veux dire, pourquoi ? Je croyais qu'on s'entendait vraiment bien. C'est très dur de se faire des amis dans ma partie, dans la vôtre aussi, j'imagine. Leur annoncer la nouvelle en douceur, comme qui dirait. Je me balade et la seconde d'après, je suis mort. Pourquoi ? Leur présenter la chose en termes de handicap dimensionnel. Le fantôme de Riboulding, le clown, se tourna vers la mort. « Mais de quoi vous parlez ? Vous êtes mort. »« Oui, je sais. » Riboulding se détendit et cessa de trop se poser de questions sur les événements d'un monde qui le concernait de moins en moins. La mort trouvait que les gens réagissaient souvent de cette façon-là, une fois passé le premier désarroi. Après tout, le pire s'était déjà produit. Enfin, avec un peu de chance. Si vous voulez bien me suivre. Il y aura des tartes à la crème ? Des nez rouges ? Du jonglage ? Des pantalons bouffants peut-être ? Non. Riboulding avait vécu la majeure partie de sa brève existence sous l'habit de clown. Un sourire sardonique s'étira sous son maquillage. Tant mieux. L'entretien entre Vimer et le patricien se termina comme tous ceux de ce type, quand l'invité prend congé en proie au doute mal défini mais tenace que sa vie n'a tenu qu'à un fil. Vimer s'en alla d'un pas lourd rendre visite à sa future. Il savait où la trouver. L'écriteau gribouillé en travers des grandes doubles portes de la rue Morphique annonçait « Ici Dragni ». La plaque de cuivre à côté des portes, elle, annonçait « Sanctuaire du soleil pour dragons malades d'Ankh-Morpork ». Un petit dragon creux en papier mâché et à l'air pathétique, un tronc entre les pattes, enchaîné très solidement au mur, arborait une pancarte « Ne laissez pas s'éteindre ma flamme ». C'était là que dame Sibylle Ramequin passait le plus clair de son temps. Elle était, avait-on dit à Vimer, la femme la plus riche d'Ankh-Morpork. À la vérité, sa fortune dépassait celle de toutes les femmes d'Ankh-Morpork réunies, pour qui aurait eu l'idée saugrenue de les réunir. De la vie générale, ce serait un drôle de mariage. Vimer traitait les couches sociales supérieures à la sienne avec un dégoût à peine dissimulé. Les femmes lui donnaient des maux de tête et les hommes des démangeaisons dans les poings. Et Sibylle Ramequin était l'unique survivante d'une des plus anciennes familles d'Ankh. Mais un même tourbillon les avait emportés comme des fétus de paille, et l'inévitable était arrivé. Tout petit, Sam Vimer s'imaginait que les gens très riches mangeaient dans des assiettes d'or et habitaient des maisons de marbre. Il avait depuis découvert un fait nouveau. Les très très riches pouvaient se permettre d'être pauvres. Sibylle Ramequin vivait dans une pauvreté uniquement accessible aux grosses fortunes. Une pauvreté qui s'aborde par l'autre versant,
Les femmes seulement aisées mettaient de l'argent de côté et s'achetaient des robes de soie bordées de dentelles et de perles. Mais dame Ramequin, elle, était tellement riche qu'elle pouvait se permettre de circuler pesamment en grosses bottes de caoutchouc et en jupe de tweed héritée de sa mère. Tellement riche qu'elle pouvait se permettre de vivre de gâteaux secs et de sandwichs au fromage. Tellement riche qu'elle n'occupait que 3 pièces d'une demeure de 34. Les autres débordaient de meubles très anciens et de grande valeur, recouverts de couches de poussière. Les riches étaient riches, concluait Vimer, parce qu'ils parvenaient à dépenser moins d'argent. Tenez, les bottes par exemple. Ils gagnaient 38 piastres par mois, plus ses indemnités. Une très bonne paire de bottes en cuir coûtait 50 piastres. Mais une paire abordable, du genre à tenir une saison ou deux avant de prendre autant l'eau qu'une éponge dès que le carton rendait l'âme, en coûtait à peu près 10. C'était ce modèle que Vimer achetait toujours et portait jusqu'à ce que la semelle devienne si mince qu'il arrivait à deviner dans quelle rue d'Ankh-Morpork il se trouvait, par nuit de brume, rien qu'au contact des pavés. Mais ce qu'il faut dire, c'est que de bonnes bottes duraient des années et des années. L'acheteur en mesure de débourser 50 piastres pour une paire de bottes gardait ses pieds au sec au moins 10 ans, alors que le miséreux qui ne pouvait s'offrir que des bottes bon marché dépensait 100 piastres dans le même laps de temps et se retrouvait quand même les pieds mouillés. C'était la théorie bottière de l'injustice socio-économique du capitaine Samuel Vimer. Le fait est que dame Sibylle Ramequin avait rarement besoin d'effectuer des achats. Sa demeure regorgeait de ces gros meubles robustes acquis par ses ancêtres, d'une qualité inusable. Elle possédait des coffrets pleins de bijoux qui avaient dû s'accumuler au fil des siècles. Vimer avait découvert un cellier où tout un régiment de spéléologues aurait pu s'enivrer joyeusement au point de se contreficher de s'y perdre sans laisser de traces. Dame Sibylle Ramequin vivait plutôt confortablement jour après jour en dépensant, estimait Vimer, environ moitié moins que lui. Mais elle dépensait bien davantage en dragons. On avait bâti le sanctuaire du soleil pour dragons malades en murs très très épais, puis recouvert d'un toit très très léger, une architecture particulière qu'on réservait partout ailleurs aux usines de feux d'artifice. Cela parce que la condition naturelle du dragon des marais communs est celle de malade chronique, et l'état habituel d'un dragon mal portant, celui de la tapisserie sur les murs, le plancher et le plafond du local qu'il occupe. Un dragon des marais est une usine chimique mal régie, dangereusement instable, toujours à 2 doigts de la catastrophe. 2 petits doigts. Une théorie veut que sa manie d'exploser violemment quand il pique une colère, prend peur ou s'ennuie tout bonnement à mourir, soit un facteur de survie. Note de bas de page. Du point de vue de l'espèce dans son ensemble, pas du point de vue du dragon éparpillé aux 4 vents façon puzzle. Qu'il aurait développé afin de décourager les prédateurs. Essaye de boulotter un dragon, semble-t-il dire, et tu vas souffrir d'une indigestion dont on évaluera la gravité en termes de rayon de portée. Voilà pourquoi Vimer poussa la porte d'une main prudente. L'odeur des dragons le submergea. Une odeur inhabituelle, même selon les normes d'Ankh-Morpork. Elle évoquait au capitaine une mare qu'on aurait prise pour dépotoir de déchets alchimiques des années durant avant de la sécher. Les petits dragons, dans des cages de chaque côté de l'allée, sifflèrent et gémirent sur son passage. Plusieurs jets de flammes enthousiastes roussirent les poils de ses mollets à l'air. Il trouva Sibylle Ramequin en compagnie de 2 des diverses jeunes femmes en culottes qui l'aidaient à tenir le sanctuaire. Elles s'appelaient généralement Sarah ou Emma et se ressemblaient toutes aux yeux de Vimer. Elles se bagarraient avec ceux qui paraissaient un sac en colère. Dame Ramequin leva la tête à l'approche du visiteur. « Ah, voilà Sam, fit-elle. Tiens-moi ça, il est pas méchant. » Elle fourra le sac dans les bras du capitaine. À cet instant, une griffe déchira le fond de toile et racla son plastron avec l'intention manifeste de l'éventrer. Une tête aux oreilles dressées jaillit à l'autre bout, 2 yeux d'un rouge incandescent le fixèrent un bref instant, une gueule aux dents de scie s'ouvrit en grand, et un bouillonnement de vapeur nauséabonde l'enveloppa. Dame Ramequin se saisit triomphalement de la mâchoire inférieure et plongea le bras jusqu'au coude dans le gosier du petit dragon.
Je t'ai eu !» Elle se tourna vers un Vimère paralysé, encore sous le coup de l'émotion. Le petit démon ne voulait pas prendre son comprimé de pierre à chaud. Avale, avale. Voilà, t'es un gentil petit dragon, hein? Tu peux le lâcher maintenant. Le sac glissa des bras de Vimère. Un mauvais cas de colique de sûreté sans flamme, quoi, expliqua Dame Ramequin. J'espère que nous l'avons traité à temps. Le dragon finit de déchirer le sac, sortit et chercha quelque chose à incinérer alentour. Chacun s'efforça de s'écarter de la trajectoire. Puis il loucha et eut un hoquet. Le comprimé à la chaux tinta contre le mur d'en face. « Tout le monde à terre !» Ils bondirent vers l'abri précaire que leur offraient un abreuvoir et un tas de scories. Le dragon eut un second hoquet, l'air confus, puis explosa. Ils pointèrent le nez une fois la fumée dissipée et baissèrent les yeux sur le petit cratère pitoyable. Dame Ramequin sortit un mouchoir d'une poche de son tablier de cuir et se moucha. « Pauvre petit bonhomme, fit-elle. Enfin bon, comment tu vas mon biquet? Tu es allé voir Avloc ?» Vimère acquiesça. Jamais il ne se ferait à l'idée, songea-t-il, que le patricien d'Ankh-Morpork avait un prénom, ou qu'on puisse un jour connaître assez intimement l'homme pour l'appeler de cette façon. « Je pensais à ce dîner demain soir, dit-il désespérément. Tu sais, je crois vraiment pas pouvoir... » Ne sois pas bête, fit Dame Ramequin, ça va te plaire. Il est temps que tu te fasses des relations utiles, tu le sais. Il opina, la mine sinistre. Nous t'attendons à la maison pour 8 heures alors, reprit-elle. Et ne fais pas cette tête, tu as tout à y gagner. Un homme de ta classe ne passe pas ses nuits à traîner dans les rues noires et humides. Il est temps que tu réussisses dans la vie. Vimère aurait voulu répondre que ça lui plaisait bien à lui de traîner dans les rues noires et humides, mais à quoi bon? Il n'aimait pas vraiment ça en réalité. C'était ce qu'il avait toujours fait, rien d'autre. Il considérait sa plaque de la même façon que son nez. Il ne l'aimait pas plus qu'il ne la détestait. C'était sa plaque, voilà tout. « Allez, sauve-toi, on va s'amuser follement. Tu as un mouchoir ?» Vimère paniqua. « Quoi ? Donne-le-moi. » Elle le tint devant la bouche du capitaine. « Crache !» ordonna-t-elle. Elle lui essuya une tache sur la joue. Une des émas interchangeables laissa échapper un gloussement à peine audible. Dame Ramequin l'ignora. « Voilà, dit-elle, c'est mieux. Maintenant, file assurer pour nous tous la sécurité dans les rues. Et si tu veux te rendre vraiment utile, retrouve donc Joufflu. » « Joufflu ? Il s'est enfui de son enclos la nuit dernière. Un dragon ?» Vimère gémit et sortit un cigare bon marché de sa poche. Les dragons des marais commençaient à empoisonner la ville. Dame Ramequin en bouillait de rage. On les achetait quand ils faisaient 15 cm de long et qu'on les trouvait rigolos pour allumer du feu. Puis, dès qu'ils brûlaient les meubles et laissaient des trous de corrosion dans le tapis, le plancher et le plafond de la cave en dessous, on les flanquait dehors pour qu'ils se débrouillent tout seuls. « Nous l'avons sauvé des griffes d'un forgeron de la rue Pignon-sur, » expliqua Dame Ramequin. « Vous n'avez qu'à vous servir d'une forge comme tout le monde, mon brave, je lui ai dit. Pauvre bouchou. »« Joufflu, fit Vimère. T'as du feu ? Il a un collier bleu, poursuivit Dame Ramequin. Bon, d'accord. Il te suivra comme un agneau s'il croit que tu es un biscuit au charbon de bois. Bon. Vimère se tâta les poches. Ils sont un brin surexcités par cette chaleur. Vimère baissa la main dans un enclos de nouveau-né et se saisit d'un petit qui battit frénétiquement de ses bouts d'ailes. Il projeta un bref jet de flamme bleue. Vimère aspira aussitôt. « Sam, j'aimerais que tu évites de faire ça. »« Pardon. » Alors, si tu pouvais demander aux jeunes carottes et au charmant caporal chic d'ouvrir un œil pour... Aucun problème. Pour une quelconque raison, Dame Sibylle, au jugement par ailleurs infaillible, persistait à voir dans le caporal chic un vaurien aussi insolent que sympathique. Attitude qui avait toujours intrigué Sam Vimère, sans doute l'attraction des contraires. Les Ramequins étaient mieux nés qu'un parfumeur des beaux quartiers, tandis que le caporal chic était mis au banc de touche de l'humanité après carton rouge pour tacle dangereux. Alors qu'il descendait la rue dans sa vieille armure de cuir et sa cotte de maille rouillée, le casque vissé sur la tête, et qu'à travers ses semelles usées les pavés lui signalaient qu'il enfilait la ruelle Harpan,
Nul n'aurait deviné en lui l'homme qui allait sous peu épouser la femme la plus fortunée d'Ankh-Morpork.